Île Maurice, mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien par la voix des Mauriciens. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude. Île Maurice, mon amour. 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 En 2020, vous avez découvert l'île Maurice au travers des récits intimes d'Éric, de Joshila, de Mélanie, de Ritesh et de bien d'autres. Pour cette deuxième saison d'Île Maurice, mon amour, nous vous proposons d'écouter d'autres histoires et d'autres trajectoires. Celles de femmes et d'hommes mauriciens partis un jour construire leur vie ailleurs. Bienvenue dans la saison 2 d'Île Maurice, mon amour. Clément a 19 ans quand il quitte l'île Maurice, rempli de ses rêves et de son insouciance d'adolescent. Quand il arrive en France, l'atterrissage est presque immédiat. La déception de ne pas pouvoir devenir pilote de chasse, l'éloignement des parents et le froid qui s'installe lui font broyer du noir. Mais heureusement, il y a le soleil niçois, les rencontres, les nouveaux chemins qui se dessinent et l'avenir qui se trace à vitesse grand V pour permettre à Clément de vivre comme il l'aime, avec passion et intensité. Des bancs de la fac aux plages de la Côte d'Azur, des casernes aux pistes d'athlée, Clément nous emporte dans le tourbillon de sa vie. Il ne vous reste donc plus qu'à vous laisser embarquer. J'avais fait le choix de ne pas trop m'excentrer et de rester plutôt proche de mes quelques copains mauriciens qui étaient là. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est caractéristique du Mauricien à l'étranger, c'est qu'il est hyper solidaire des autres Mauriciens. Je m'appelle Clément Vincent Manuel et j'ai 43 ans et je vis aujourd'hui à Nice depuis une vingtaine d'années. Alors la particularité de mes prénoms, c'est que j'en ai 3 déjà, parce que mon nom de famille est aussi un prénom. À l'île Maurice, c'était le dernier prénom qui était prénom usuel et administrativement, en France, c'est le premier prénom qui est prénom usuel. Et alors qu'à l'île Maurice, on m'appelait Clément, quand je suis arrivé ici, on m'a fait comprendre qu'en fait, c'était Vincent, mon prénom usuel, et que j'aurais dû m'appeler Vincent. Donc, c'était relativement perturbant dans les premiers temps. Mais au bout, on va dire, d'une dizaine d'années, parce que ça a mis quand même un petit moment, j'ai fini par accepter que les gens puissent m'appeler par mon vrai prénom usuel français, à savoir Vincent. Et même, j'ai été jusqu'à accepter que les gens m'appellent par mon nom de famille, c'est-à-dire Manuel, avec le diminutif de Manu, parce que c'est un prénom qui est quand même relativement répandu en France. Mais mes proches savent que je m'appelle Clément et que j'aime qu'on m'appelle Clément. Je suis né en 1981 à Curpip, à l'île Maurice. Et j'ai passé mes premières années, effectivement, à Trou-aux-Biches. C'est un petit village au nord de l'île, où je suis resté jusqu'à mes 3-4 ans. Ensuite, mon père, pour des raisons professionnelles, a migré aux Seychelles, où on a passé une petite année là-bas. J'ai de beaux souvenirs quand même de cette période aux Seychelles où j'étais sur une île complètement déserte à l'époque qui s'appelait La Digue. Il n'y avait pas d'école d'ailleurs parce que c'est ma mère qui me faisait les classes à la maison. J'avais 4-5 ans donc c'était pas encore les grosses périodes scolaires. Je passais ma vie sur la plage de La Digue à grimper aux arbres dans cette île qui était vraiment pour le coup paradisiaque. Mon passage aux Seychelles a vraiment été un super souvenir que je conserve d'ailleurs. Et j'ai encore plein de photos d'ailleurs où on me voit, ma sœur et moi, où on est en maillot toute la journée avec nos petites savates et on parcourt la petite île avec ma mère et mon père. Quand je rentre des Seychelles, je suis dans un premier temps vers le nord de l'île. Et très vite, on va aller s'installer dans un petit coin qui s'appelle Floréal. Mes parents voulaient que j'aille au lycée La Bourdonnais, qui était le lycée français de Lille. Le lycée La Bourdonnais est un établissement scolaire qui a été baptisé comme ça, mais qui regroupe en fait pas mal de niveaux. Moi, j'ai intégré le petit lycée. Il s'appelait lycée La Bourdonnais, mais comme c'était le primaire, on a intégré le petit lycée. Et après, quand on allait au collège, on allait au grand lycée. Le grand lycée étant une cité mixte qui réunissait collège-lycée.
Mais le nom de l'école, c'était le lycée La Bourdonnais. Pour des raisons pratiques et de trajet, de temps de trajet, j'ai été habité dans un petit coin qui s'appelle Floréal. Donc c'est sur les hauts, où paradoxalement, il pleut la moitié du temps. Et c'est quand même relativement perturbant parce que on se dit qu'à l'île Maurice, il fait toujours beau, mais à Floréal, il pleut toujours. Et c'était un peu le cas parce que voilà, c'était un microclimat qui était relativement constant. J'ai habité Floréal le temps de mes études primaires et jusqu'au collège. Et ma vie à Floréal, elle a été extrêmement tournée vers la nature. On disposait d'un grand jardin, bien vert. Il pleuvait régulièrement, donc l'herbe était bien verte, bien grasse. On faisait des parties de foot avec mes voisins et avec mes copains qui venaient me rendre visite le week-end dans le jardin. C'était vraiment paisible. Ensuite, j'ai découvert les premières joies du vélo. Mais bon, le vélo à Floréal, pour ceux qui connaissent, c'est pas pratique parce que effectivement, ça descend beaucoup, mais quand ça descend, il faut remonter derrière. Et du coup, ça demandait quand même pas mal d'efforts. Donc, je me suis beaucoup dépensé dans ma jeunesse à Floréal, que ce soit dans le jardin ou alors à sillonner les routes et aller voir mes copains en vélo. Je quitte Floréal à la fin du collège parce que le propriétaire de la maison qu'on louait à l'époque souhaitait la réintégrer. Donc, mes parents ont fait le choix d'acheter un appartement dans une ville qui s'appelle Roseville, qui était dans une résidence où il y avait une piscine quand même, donc c'était relativement confortable. Mais l'environnement était beaucoup plus urbain. Et finalement, ça m'a quand même relativement convenu parce que en même temps, j'ai eu deux de mes meilleurs amis qui m'ont rejoint. L'un qui venait de Paris, qui rentrait de Paris parce que sa mère était ambassadrice de l'île Maurice à Paris. Et mon autre meilleur ami qui, lui, avait quitté le Nord parce que intégré lui aussi le grand lycée à l'époque, donc la version lycée du lycée La Bourdonnais. On s'est retrouvés tous les trois à Roseville et là, c'était les premières années où eux disposaient de mobylettes, de scooters. C'était le début de la liberté, quoi, parce que on était un peu plus autonome, on faisait un peu plus notre vie. Et la maison ne servait que de point de chute pour se restaurer, dormir un peu, s'habiller et repartir. Donc c'était vraiment une vie de liberté. Le sport a toujours, et tient toujours d'ailleurs, une place très importante dans ma vie. Et à l'adolescence, j'ai pratiqué énormément de sport. J'ai commencé par le tennis, j'ai fait aussi de l'équitation, etc. Et en même temps, je voulais devenir footballeur, comme tout gamin qui rêve de devenir footballeur et intégrer un sport-études football. Sauf que c'était très compliqué parce qu'il n'y avait aucun club qui était rattaché à une structure française de la Fédération française de foot, si ce n'est le centre de formation. Et donc, j'ai intégré le centre de formation afin de pouvoir m'aguerrir, m'entraîner régulièrement et derrière, pourquoi pas, intégrer un club en métropole. L'école, j'y suis allé. J'ai passé d'excellents moments. J'ai pas été le meilleur des élèves, je pense. J'ai essayé d'être un des plus agréables parce que je faisais rire mes copains, mais j'étais pas franchement une tête de la classe. Je m'en suis rendu compte plus tard que le niveau qu'on demandait quand même dans ce lycée était quand même relativement élevé par rapport au niveau requis qu'on demandait aux élèves de France. Et j'ai eu une chance d'être au lycée La Bourdonnais parce qu'ils dispensaient quand même un niveau d'éducation qui était relativement élevé. Mais bon, on fait pas une omelette sans casser les œufs. Alors, au moment du lycée où je voulais intégrer une filière scientifique, on m'a dit que j'avais pas le niveau. Et donc, j'ai été obligé de redoubler ma seconde, pouvoir avoir de meilleures notes pour intégrer une filière scientifique que j'ai continué jusqu'à la fin. Et j'ai obtenu mon bac de justesse, mais du premier coup. J'ai eu de la chance de fêter 2 fois le bac. D'une part, j'ai fêté le bac de mes copains, ceux que j'avais laissés aller en première alors que moi, je redoublais ma seconde. J'avais toujours des liens très étroits avec eux. Et quand eux ont eu leur bac, moi, j'allais intégrer la terminale. Donc, j'ai déjà fêté leur bac. Donc, j'avais déjà qu'une seule envie, c'est de passer le mien, le réussir et de fêter une deuxième fois le mien. J'ai eu 2 fêtes du bac, on va dire, et c'était relativement intense en termes de plaisir. Traditionnellement, à l'île Maurice, quand on est au lycée La Bourdonnais, on a la chance, on peut aller faire ses études en France ou en Angleterre parce qu'on a le niveau d'anglais requis,
ou alors, voilà, on choisit ou un pays francophone ou un pays anglophone. Et la quasi-totalité de mes copains ont été faire leurs études à l'étranger. C'était pas une exception et j'avais fait le choix, moi, parce que, pour le coup, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais pas être médecin, avocat ou expert comptable comme la plupart de mes collègues, mais je voulais faire quelque chose de différent. Donc, étant tourné beaucoup vers le sport et ayant été très mal orienté, moi, j'ai fait le choix d'intégrer l'armée de l'air et faire des tests de sélection pour devenir pilote de chasse. Donc, en septembre, je prends l'avion, j'arrive à Paris. Alors, on sort d'une période de fête post-bac et je me retrouve à Paris pour aller à l'armée, quoi. Un peu un choc parce que on quitte son petit confort mauricien, on quitte sa petite île et on arrive dans la machine à laver parisienne avec toutes les caricatures qu'on peut rencontrer. Un métro qui sent pas bon, un métro bondé. Déjà le métro, c'est quelque chose qu'on n'avait pas déjà. À l'île Maurice, on voyageait en bus. Alors on est un peu fasciné par autant de modernité, mais ça fait peur. Et donc je quitte le confort de l'île Maurice pour rejoindre la rudesse de l'armée française et l'armée de l'air. Je fais un bref passage au test de sélection parce que forcément je n'arrive pas préparé, en tout cas pas autant préparé que mes copains d'une part et que le niveau était requis. Et donc je fais mes 4 jours de sélection et on m'explique que pilote de chasse, monsieur, ce sera pas pour vous. Vous devez vous orienter ailleurs. J'avais quand même fait le choix avec mes parents de trouver une issue de secours au cas où l'armée ça marcherait pas. Et on avait choisi de faire une filière STAPS, donc tourner encore une fois vers le sport, pour devenir professeur de PS. Le choix de la ville qui allait m'accueillir s'est fait relativement rapidement. J'ai pris une carte de France, j'ai regardé le point le plus bas et j'ai atterri à Nice. Descendant de Paris, on arrive à Nice. Sortant de l'île Maurice, déjà, on est un peu moins dépaysé. Il y a la mer, il y a le soleil, il y a les palmiers, mais c'est quand même relativement moderne et puis ça reste une grande ville. Ma fac était en plus complètement excentrée. J'avais fait le choix de ne pas trop m'excentrer et de rester plutôt proche de mes quelques copains mauriciens qui étaient là. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est caractéristique du Mauricien à l'étranger, c'est qu'il est hyper solidaire des autres Mauriciens. Et en général, un Mauricien déjà reconnaît un autre Mauricien quand il est à l'étranger, mais il ne s'en sépare pas beaucoup ou de pas très loin. Donc les Mauriciens se retrouvent entre eux et j'ai pas dérogé à cette règle et donc je me suis installé près de mes copains mauriciens qui étaient déjà dans le centre-ville. Sauf que eux, leur fac était dans le centre-ville et moi, elle était complètement excentrée. Donc c'était très compliqué d'un point de vue transport pour rejoindre ma fac tous les jours. Mais comme j'avais que ça à faire et que j'étais en période de découverte, c'était des efforts que j'ai fait avec le recul, avec beaucoup de courage parce que je sais pas si je n'aurais pas lâché avant si j'avais pas eu cette envie de réussir. Une fois qu'on arrive en septembre à Nice, en octobre, on arrive le mois de novembre, et là, le froid s'installe. Et de la carte postale qu'on a quand on arrive en septembre-octobre, là, on commence à avoir les premières fraîcheurs de l'hiver européen. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu, sachant que l'hiver le plus frais à l'île Maurice doit faire 12 degrés, 15 degrés quand on est à Floréal. Là, on est sur des températures qui descendent au-dessous des 10. D'ailleurs, j'ai de la chance parce que je serais allé plus loin, ça aurait été un peu plus compliqué. C'est pas non plus si rude que ça. Mais je suis seul, à 12 000 km de chez moi. J'attaque un hiver, ça commence à devenir très dur. Je commence à broyer un peu du noir. Il faut me faire à manger, il faut me faire ma lessive, alors que c'est des tâches à Maurice qui étaient faites, qui étaient magiques, parce qu'elles étaient faites toutes seules. J'essaye de trouver un peu des bouées de sauvetage. Et j'ai la chance parce qu'à l'université, en fait, je tombe sur une prof d'anglais qui, elle, avait été en vacances à l'île Maurice et au moment où elle distribue un exercice d'anglais de traduction, je reconnais dans l'exercice une phrase où elle dit « Vous n'avez rien goûté de si bon qu'un morceau d'ananas avec du sirop de tamarin ». Cette phrase qui évoquait un morceau d'ananas avec du sirop de tamarin, on ne peut le voir qu'à l'île Maurice. Donc j'ai relevé la tête au fond de la classe et je l'ai regardée. J'ai baissé la tête. Et j'ai senti chez elle une interrogation quand elle m'a regardé. Elle m'a dit « Mais vous connaissez ce plat ?» Et je lui ai dit « Bah oui ». Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Mais vous êtes déjà allé à l'île Maurice ?» Et elle m'a dit « Bah oui ». Et je lui ai dit « Je suis mauricien, je viens de l'île Maurice ». Elle a levé les bras au ciel. Elle m'a dit « C'est le bon Dieu qui t'envoie ». Et il m'a dit « Il faut absolument que tu viennes manger à la maison ». Alors moi, un peu gêné parce que je me fais un peu afficher devant toute la classe.
Je décline pas, au contraire, j'accepte volontiers. Et elle me laisse son numéro de téléphone, je lui laisse le mien. Elle me rappelle, elle me dit: «Écoute, viens manger ce week-end. Je veux te présenter à mon mari et puis on évoquera, ensemble l'île Maurice». Elle vient me chercher, dans le centre-ville parce qu'elle habitait pas exactement à Nice. Elle vient me chercher, elle me ramène chez elle. Elle m'avait préparé un plat mauricien pour me dire: «Regarde, ça va te rappeler Maurice». Elle avait ramené un tawa pour faire des farata. Enfin voilà, elle me faisait de la bouffe locale et je trouvais ça, tellement, tellement adorable de sa part de faire cet effort-là. Et à partir de là, on est devenus, très, très proches. C'est devenu un peu ma mère adoptive, et elle m'a suivi durant toute ma scolarité à l'université, m'a aidé dans pas mal de démarches administratives. Et aujourd'hui, je la côtoie encore. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon adaptation et qui m'a beaucoup aidé justement pour passer ces premiers temps difficiles à Nice. Les Mauriciens, quand ils vont à l'étranger, ils font leurs études, ils rentrent une fois par an à la période des grandes vacances quand les universités ont fermé, et à l'issue de leurs études, ils rentrent. Moi, ça a été un peu différent. Alors, j'ai essayé de rentrer tous les 2 ans. Pas évident là aussi. Après, c'était financièrement, hein, c'était pas forcément facile de rentrer. Et mes parents avaient fait le choix de dire: «Bah écoute, voilà, on te paye des études à l'étranger. Si tu veux rentrer, bah, il faudra que tu t'arranges pour te payer toi-même les billets de retour». Et j'ai trouvé ça très sain dans la démarche et dans l'approche, parce que ça m'a forcé à me mettre au travail, à trouver un job, à trouver du boulot. C'était un peu le début aussi de cette indépendance. Elle était pas physique cette fois-ci, elle était financière. Le lien que j'ai conservé avec mes parents était juste téléphonique, en fait. On s'appelait régulièrement pour se donner de nos nouvelles. Étant très loin et ne connaissant pas forcément le système, français, ils ont du mal à nous aider parce que c'est pas si simple qu'ils pouvaient, le penser. On les tient quand même relativement informés de nos démarches et des choses qu'on fait, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et comme moi, j'avais pas pris le parti de rentrer tous les ans, comme le faisaient mes copains, eh ben, je me retrouvais là, encore plus loin, quoi. Ils s'éloignaient petit à petit. Au mois de décembre de ma première année, dans l'hiver rigoureux, qui commençait à s'installer à Nice, moi, j'avais fait le choix de passer mes fêtes de Noël avec ma tante qui habitait à Paris. Donc, j'étais dans le train pour monter à Paris et je fais une rencontre qui va bouleverser ma vie. Bah, déjà, elle commence sur des mauvaises bases parce que le train s'immobilise sur les voies parce qu'il y a quelqu'un qui s'est jeté dessous. Un incident survenu sur la ligne nous a contraints à arrêter votre train. Qui s'est suicidé, donc voilà, et c'est pas très glorieux. Et on reste 6 heures bloqués dans un wagon avec une copine à moi, et on tombe sur un couple de Niçois qui étaient là, de jeunes comme nous. Alors eux s'interrogeaient sur nos origines parce que quand je parlais un mauricien, je chope souvent l'accent mauricien, et donc ils étaient en train d'essayer de comprendre d'où on venait. Alors ils hésitaient entre le fait qu'on soit canadien, non, ils sont pas canadiens, ils parlent français, mais c'est bizarre. Puis à un moment donné, la copine, elle engage la conversation avec eux, avec ce couple de jeunes là. Quand on fait les présentations, en fait, le mec, il m'apprend que lui, dans la vie, il est sauveteur sur les plages à Nice, avec les pompiers, et il fait ça l'été parce que c'est sa passion, etc. Et il me raconte tout ce qu'il fait, et je dis: «Mais en fait, c'est trop bien. Il faut surveiller des plages, être en maillot». Alors à l'époque, je suis célibataire, je surveille des plages en maillot avec les pompiers, et je sens bien qu'il y a un filon, il y a quelque chose à exploiter là-dessus aussi pour rencontrer des filles, quoi. Et donc il me donne un peu toutes les règles, toutes les conditions à réunir pour faire le même boulot que lui au mois de juin. Et cette personne, en fait, ça a été un peu un guide pour moi parce que jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, en fait, on a suivi le même parcours professionnel. Au départ, il était nageur sauveteur sur les plages. Ensuite, il a été pompier volontaire, et à chaque fois, comme on gardait d'excellents liens, moi je lui demandais ce qu'il faisait dans son métier de pompier volontaire. Il m'expliquait ce qu'il faisait et je lui dis: «Bah, c'est trop bien». Et je me suis dit: «Bah, je vais être pompier volontaire aussi». Et puis quand je suis devenu pompier volontaire, lui il est devenu pompier professionnel. Il m'expliquait ce qu'il faisait en tant que pompier professionnel. Je lui dis: «Mais c'est trop bien, je veux devenir pompier professionnel». Et en fait, il m'a guidé à chaque fois comme ça en me faisant un petit teasing de son métier, et à chaque fois je l'ai suivi dans son parcours. Quand je rejoins Nice pour faire mes études, en STAPS, avec l'ambition de devenir, professeur de PS, parce que j'ai aussi l'ambition de rentrer à Maurice comme tous mes copains. Donc je me dis: «Je passe mon CAPEPS et je deviens, professeur de PS, et derrière je rentre comme expat en tant que prof de PS pour enseigner au lycée La Bourdonnais, et comme ça on aura bouclé la boucle». Donc je m'inscris dans un parcours de DUG à l'époque,
Comme je faisais du foot, j'avais pris une option foot, mais je pensais que les clubs allaient venir me chercher, me démarcher pour venir jouer pour eux. Et en Europe, c'est pas du tout comme ça en fait, c'est à nous d'aller voir les clubs et de s'inscrire dans un club pour pouvoir pratiquer le sport, ou en tout cas jouer au foot. Moi, je pensais, comme ça s'était passé à Maurice, que les clubs viendraient me voir pour me dire bah viens jouer pour nous, ce sera sympa, etc. Et donc je me suis un peu perdu. Et en même temps, dans mon parcours de STAPS, j'avais une activité d'athlétisme. Et ce prof qui encadrait l'activité d'athlète, il est venu me voir, il m'a dit « Mais vous faites quoi comme sport ?» Je lui ai dit « Moi, je fais du foot. » Il me dit « Non, mais vous faites quoi? Vous pratiquez en club ?» Je lui répondais que non. Il me dit « Écoutez, venez faire de l'athlétisme et je vous attends demain après-midi sur le stade et je vous présenterai un entraîneur d'athlétisme. » Et donc, en parallèle de mes études de sport, j'ai commencé une carrière d'athlète. J'ai eu de la chance parce que j'ai intégré un pôle espoir d'athlétisme parce que je m'étais pris de passion pour le saut à la perche. Grâce à cette activité d'ailleurs et au coach que j'ai eu à l'époque, j'avais un statut de sportif de haut niveau tout simplement parce que je m'entraînais tous les jours et la fac pouvait distribuer des statuts de sportif de haut niveau qui donnaient des aménagements horaires. J'en ai profité un peu et forcément, j'en ai un peu abusé parce qu'au final, j'allais plus en cours, j'allais que m'entraîner et je faisais mes examens en décalé de tous avec les questions qui m'étaient fournies avant, etc. Donc c'était relativement cocasse comme situation. J'ai validé mes 3 années de STAPS et derrière, j'ai fait le concours d'entrée pour devenir prof de PS. Concours que je n'ai pas fait d'ailleurs parce que j'étais en compétition à l'époque à l'étranger. Et donc, comme je bénéficiais d'un statut de sportif de haut niveau, j'ai intégré l'IUFM directement sans passer de concours, au nez, à la barbe de mes collègues qui avaient eu la chance de le passer et qui, en plus, pour certains, l'avaient loupé. Mon emploi du temps est plutôt bien calé parce que je décide de travailler l'été avec les pompiers et ça tombe bien parce que l'été, je m'entraîne pas. Donc, quand je travaillais avec les pompiers, je m'entraînais pas et durant toute l'année scolaire de l'époque, je m'entraînais mais j'étais pas encore chez les pompiers. Et quand j'ai fini l'université, c'est là où je suis devenu pompier volontaire et que j'ai pu m'investir davantage dans le métier de pompier, tout en conservant la rigueur sur l'entraînement de l'athlétisme. Comme je m'entraînais avec pas mal de Réunionnais, de Malgaches, etc., au pôle espoir, un jour, un Réunionnais m'a demandé si est-ce que toi tu vas aller aux Jeux des Îles? Et je savais pas du tout ce dont il s'agissait. Et je lui dis bon, les Jeux des Îles c'est quoi? Il me dit oui, en plus les Jeux des Îles c'est à Maurice. Est-ce que tu vas concourir pour Maurice? Et j'étais pas du tout au courant de la chose. Et je me suis intéressé d'un peu plus près à la compétition. J'ai vu les minima qu'il fallait faire et c'était dans mes cordes. Donc je me suis dit écoute. Vas-y à fond, décroche les minima et en plus, ça te permettra de rentrer à Maurice et de voir tes parents et puis de faire une compète dans des conditions rares, quoi. Enfin, voilà. Les Jeux des Îles, c'est des mini-jeux olympiques, c'est vraiment mini, avec le niveau qui est vachement réduit, mais on a un village des Jeux avec tous les athlètes en même temps, etc. Et donc c'est une vraie fête pour les athlètes de l'océan Indien. Et donc, j'avais fait le choix de m'entraîner pour pouvoir y aller. Donc, en 2003, je me qualifie pour aller aux Jeux des Îles à l'île Maurice, chez moi, et représenter mon pays, l'île Maurice. En 2003, quand je reviens des Jeux des Îles, donc j'intègre l'IUFM sans passer l'examen, et je me dis que plus j'avance dans les études, moins j'ai envie de devenir prof de PS. Je me dis, il faut absolument que je devienne pompier professionnel, parce qu'en plus, c'est quelque chose que je veux faire. Il y a des examens pour le passer, il y a un concours de pompier professionnel. Et donc en 2004, je passe 2 concours. Le concours de professorat de PS, j'y vais parce qu'il faut absolument que j'honore ma place parce que j'ai piqué la place de quelqu'un qui n'a pas eu la même chance que moi d'intégrer l'IUFM. Mais je sais déjà que je veux devenir pompier professionnel et je présente en même temps un concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe. Et donc en mai 2004, j'ai le concours de pompier professionnel en poche et je postule au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, à Nice en l'occurrence. Quand on est à l'île Maurice, on n'est pas du tout orienté vers ce genre de métier. Je pense que c'est une méconnaissance. Ensuite, c'est pas un métier noble. J'étais dans un lycée où ils étaient tous avocats, médecins ou en tout cas fils d'eux, et personne n'avait pour ambition d'être pompier. Moi non plus d'ailleurs. Quand je découvre ce métier, je sais vraiment que c'est ce métier que je veux faire et je ne peux le faire qu'en France.
parce que à Maurice, il est plutôt mal vu. Et plus j'avance dans ma carrière professionnelle, moins je me dis que je vais rentrer parce que c'est vraiment le métier de pompier professionnel en France que je veux exercer. En 2008, ça fait 3 ans que je suis pompier professionnel. En 2010, quand je deviens lieutenant, je suis rattaché donc au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes à Nice. Et je suis adjoint chef de service formation. Donc c'est un service qui est en charge de la formation de tous les pompiers de Nice. Et j'évolue jusqu'à devenir chef de service par intérim. Et ensuite, en 2015, je deviens capitaine. Et là, je prends un centre de secours. Donc je suis l'adjoint du centre de secours de Magnan, qui est le plus gros centre de secours des Alpes-Maritimes, où j'ai 100 pompiers sous mes ordres. Et en 2019, je deviens chef du centre de secours de Bon Voyage. Et là, j'ai 80 pompiers sous mes ordres. C'est la 2e ou la 3e plus grosse entité de Nice que j'ai quittée en 2024 pour passer à l'état-major et essayer d'évoluer encore davantage dans ma carrière. En 2008, alors ça fait 3 ans que je suis pompier professionnel, je vis une vie à 1000 à l'heure, je fais du sport tous les jours, je travaille en tant que pompier assez régulièrement, j'ai un salaire, je vis seul, je suis célibataire. J'ai une vie un peu décousue, mais quand même, voilà, j'ai une vie à 100 à l'heure, mais je suis quand même relativement sérieux sur le sport et le travail, un peu moins sur le reste. Et en 2008, je fais des tests de sélection à des personnes et dans le lot, il y a celle qui va devenir ma femme. Je la rencontre et je tombe vraiment, je tombe sous son charme. Je me dis que je la rencontrerai bien pour aller boire un verre et manger un morceau et puis au final, les choses vont très vite parce qu'en 2008, on se rencontre. Moi, mon avenir professionnel évolue. Je deviens officier en 2010. On est toujours ensemble à l'époque. Elle emménage chez moi dans la foulée sans trop se poser de questions. En fait, les choses se font naturellement. En 2011, j'ai mon premier enfant, ma fille. Par contre, je décide d'arrêter de l'atteler parce que je peux pas tout faire en même temps. En 2016, mon 2e enfant, mon fils, naît et on décide de se marier en 2018, le jour de nos 10 ans de rencontre. Ma femme, elle a de la chance, elle fait 2 mariages. Le premier, en fait, on se marie à Cannes, en mairie de Nice, mais on fait la fête à Cannes pour les gens qui ne pouvaient pas venir à Maurice. Parce qu'on avait prévenu tout le monde, mon vrai mariage, c'était celui de Maurice. Et donc, 1 an avant, parce qu'en France, on prévient toujours 1 an avant un mariage. Il y a que à Maurice, on prévient les gens 5 semaines avant. Et donc, j'avais prévenu tous mes potes. Je dis, voilà, écoutez, l'année prochaine, je me marie à telle date à l'île Maurice. Soyez là, s'il vous plaît. Ça me ferait beaucoup plaisir que vous puissiez venir à Maurice, chez moi, et assister à mon mariage. Je vous déclare unie par les liens du mariage. Ma famille, à chaque fois qu'on y va, les enfants passent vraiment des super moments parce que j'essaye de leur donner les vacances que moi j'ai vécues. À savoir que moi, à l'époque, pendant mes grandes vacances, je descendais chez ma grand-mère à Troubiche et je passais ma vie sur la plage avec mes copains à aller jouer, à pêcher, à plonger, à jouer au foot sur la plage. C'était vraiment quelque chose de paradisiaque, quoi. Et j'essaye de donner à mes enfants les mêmes vacances que moi j'ai eues, qui pour moi me semblaient tellement normales, mais quand je reviens et que je leur donne ça, je vois dans leurs yeux que en fait, non, j'ai pas eu des vacances normales, j'ai eu des vacances extraordinaires. Et je suis content de pouvoir leur donner un maximum et à chaque fois leur donner ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Maurice leur manque plus à eux qu'à moi. Je trouve ça vraiment très touchant qu'ils soient autant attachés à cette île parce que je me dis que, voilà, c'est une partie de moi, quoi. En tout cas, ce que je m'efforce de transmettre à mes enfants tous les jours, c'est la tolérance. Envers l'autre, d'une manière générale, envers l'autre différent, surtout. Quand on est à l'île Maurice, on a un mélange de cultures qui est énorme et qui est hyper touchant. J'étais le premier, quand j'étais petit, à voir le jour de l'Aïd, s'il y avait la lune, parce que je savais que c'était férié, mais je savais aussi que j'allais recevoir des gâteaux de la part de mes copains musulmans, qui pour eux, c'était une fête. J'étais le premier aussi à surveiller les fêtes hindoues, parce que j'avais plein de copains hindous qui allaient aussi me faire des gâteaux, donc qui allaient me faire partager la culture, leur culture. Et ce partage de culture qu'on peut avoir quand on est petit à l'île Maurice, on l'a beaucoup moins en France, malheureusement. Et c'est un peu ce que j'essaye de transmettre à mes enfants, c'est s'intéresser à l'autre, s'intéresser aux autres et ne pas forcément juger ou préjuger d'une situation ou d'une culture. J'ai la nationalité mauricienne. Sportivement, d'ailleurs, je suis mauricien parce que j'ai représenté l'île Maurice à plusieurs reprises.
Administrativement, je suis français parce que je suis fonctionnaire public territorial. Professionnellement, aujourd'hui, j'ai obtenu, à force de travail, des compétences et je m'éclate dans ce que je fais aujourd'hui. Mes enfants ont choisi des sports, par exemple, qui sont tellement peu connus, en France qu'ils sont inconnus à l'île Maurice. En l'occurrence, ma fille fait de la natation synchronisée et mon fils fait du plongeon et ils ont plutôt des bons niveaux. Et si je veux rentrer à Maurice et leur dire: «Bah, écoutez, rien ne va changer dans votre vie, c'est-à-dire vous allez pouvoir continuer à exercer votre passion que vous aimez», aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. Je suis conscient des compétences professionnelles que j'ai. Je suis conscient de la chance que mes enfants ont de pouvoir vivre en France et de s'épanouir en France, au niveau de l'école, au niveau du sport. Je suis pas sûr que toutes ces conditions soient réunies encore à l'île Maurice pour me dire: «OK, je fais le grand saut, je rejoins Maurice et on va s'établir là-bas». À ma retraite, certainement. Je pense que vivre à l'île Maurice quand on est retraité, c'est quelque chose de bon, c'est une chance. C'est une chance aujourd'hui. Quand je pense à l'île Maurice, je pense au sable chaud, en plein été, avec un vent chaud. J'ai les pieds qui s'enfoncent dans un sable chaud. J'ai le vent chaud qui me caresse les épaules. Je suis bien. Je suis détendu. C'est indescriptible en fait. C'est vraiment une sensation, je pense qu'il faut vivre, d'avoir les pieds enfoncés dans le sable chaud et le vent chaud sur les épaules et sur le visage. Et qui sent la mer. Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice par la voix et la vie de Clément, dites-le nous en nous mettant des étoiles sur votre appli de podcast. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de cette 2e saison d'Île Maurice mon amour. Ce podcast vous est proposé par les Hôtels Attitude. Il a été conçu par Fleur Chrétien et monté par Monkey Sound Studio. Île Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Île Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour.